d'or, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Et sur 95.3 en bande FM, depuis le pic de Mirador, ils prennent le pouls du temps. Bonjour Talibé Barry. Bonjour Zakaria, bonjour à tous et bonjour à Léon Bangoura. Léon Bangoura, c'est ce monsieur qui s'est fait connaître à l'occasion justement de l'avènement du colonel Mamadi Doumbouya au pouvoir, qui, vous le savez, s'était offert des tournées auprès des coordinations régionales établies ici à Conakry. Et vous vous rappelez ce discours, disons, jugé irresponsable qu'il avait tenu, notamment à la coordination mandingue, racontant tout et n'importe quoi, et ayant même tendance à faire du pouvoir en Guinée l'apanage d'une région ou d'une ethnie. L'opinion avait été scandalisée à l'époque. Alors, il avait un peu disparu des rayons pour réapparaître hier à l'occasion de l'anniversaire du colonel Mamadi Doumbouya. Parce que fait important, on apprend que le colonel Mamadi Doumbouya aussi est né un 4 mars. Donc tout comme le président Alpha Condé, même si c'est les échos de l'anniversaire d'Alpha Condé qui ont, disons, envahi les réseaux sociaux. Oui. Alors, il y a une courte vidéo qui circule montrant, vous le voyez ici, Léon Bangoura tenant un couteau ensanglanté et donc qui montre qu'il a fait un sacrifice. Il a immolé une bête à l'occasion de l'anniversaire du colonel Mamadi Doumbouya. On apprend que ce sacrifice aurait eu lieu du côté du petit bateau. Le même Léon Bangoura. Donc avec des incantations et bénissant pour le colonel. C'est cette scène qui justement a circulé sur les réseaux sociaux. C'est quand même inédit en termes de manière de célébrer l'anniversaire d'un président de la République, parce que Alpha Condé, puisque c'est le dernier président donc avant Mamadi Doumbouya, on n'a pas vu de scène similaire sur fond d'incantation, sur fond... C'est même violent. C'est violent. C'est violent, voilà. Ça fait peur aux enfants. Et cette façon-là de célébrer un anniversaire, c'est dire que Léon Bangoura n'a pas fini de nous surprendre, il n'a pas fini de nous choquer. Tous ces gens-là, c'est ce monsieur qui nous avait dit, si vous vous rappelez, pour en terminer en termes de légende, qui nous avait dit que dans un rêve, il avait vu le général Lansana Conté sortir des fins fonds du port de Boulbiné et en tout cas pour adouber le colonel Mamadi Doumbouya comme futur président de la Guinée. Talibé Barry, bonjour Noubalde. Bonjour monsieur Kamara. Bonjour. Une réaction sur cette vidéo déjà qui circule sur les réseaux sociaux. Vraiment une surprise, et surtout quand on sait que ce Léon Bangoura est connu dans les mosquées et avec les sages. C'est important de souligner que ça ne va pas avec la religion, et on sait que quand les chefs d'État arrivent, facilement ils se font des hommes comme ça. On sait ce qui s'était passé sous Dadis, des gens qui nous disaient Dadis ou la mort. Ce qui s'est passé sous Alpha Condé, c'est vrai, il parle de cette célébration, mais on connaît d'autres formes de déification du chef de l'État. Je pense que c'est pas du tout à encourager, et je pense que le colonel Doumbouya lui-même doit flétrir ces genres de pratiques et montrer qu'il n'encourage pas, que ce n'est pas lui qui initie ou qui pousse les gens à le faire, parce qu'on sait qu'après Léon, forcément, il y aura d'autres, s'il est reçu au palais Mohamed V, ou bien s'il continue à jouir des mêmes privilèges. Beaucoup d'autres Guinéens vont trouver d'autres astuces pour nous surprendre dans ce sens. Ces images vous choquent? Absolument, et je condamne ça. Je trouve que vraiment il faut dénoncer. Il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer. Bonjour Habib Marouane. Bonjour. Faut-il s'interroger aujourd'hui sur le rôle de Léon Bangoura?
Oui, vous savez, je ne suis pas surpris parce que connaissant un peu la nature de l'homme, contrairement à ce que Talibé a dit, Léon, c'est quelqu'un qui s'est illustré sur les réseaux sociaux avec une grossièreté qui ne dit pas son nom. Vous savez, à l'époque, c'était le propagandiste né de Kassori Fofana. Il tenait des propos incendiaires sur les réseaux sociaux et surtout contre les anciens premiers ministres. Mais cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux revêt deux formes. Premièrement, c'est le manque de sérénité qui caractérisait aujourd'hui le palais de la présidence. Sinon, pourquoi parler de sacrifice, contrairement aussi à ce que a dit tout à l'heure Talibi. Et je ne sais pas si c'est une simple coïncidence avec l'anniversaire du colonel Mamadi Doumbouya, mais dans cette vidéo, on l'entend parler de sacrifice. Et on sait que si le sacrifice pouvait empêcher l'humiliation, Alpha aujourd'hui ne serait pas sorti du palais. Donc c'est une méconnaissance de l'islam. Et deuxièmement, je parlais de cette vidéo, de sa deuxième forme, c'est la volonté aujourd'hui de déifier un chef. Mais Mamadi doit connaître qu'à l'époque de Dadis, on a connu des bœufs qui ont été immolés en pleine mer. Vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé. On a vu même plusieurs bêtes abattues dans les grands carrefours du Conakry et vers la fin même du règne avant le troisième mandat d'Alpha Condé, on sait tous aussi ce qui s'est passé. Mais cela n'a pas empêché l'humiliation et cela aussi n'a pas empêché que Dadis reçoit une balle au niveau du front. Donc c'est pour dire à Mamadi, quand ces jours finiront du côté du palais, il partira. Quel que soit le sacrifice qui sera consenti, cela n'arrêtera pas son destin. Donc si Dieu a décidé qu'il partira dans l'honneur, il s'en ira dans l'honneur. Et si c'est le contraire, je ne vois ni ce marabout, ni ce sacrifice. Sinon, bien avant lui, il y a eu des chefs qui ont fait mieux que ce que Léon a fait, parce qu'on connaît tous aujourd'hui l'histoire du pharaon. On a connu des gens qui ont quand même tracé ou qui ont fait allusion peut-être, ou qui ont indiqué avoir un pont avec Dieu, mais quand leur jour ou séjour au palais est arrivé à terme, ils sont partis de la manière où Dieu a tracé. Donc je dis que ce n'est pas une surprise parce que Léon, il ne peut que faire que ça et il n'est fait que pour ça. Bien. Donc ce n'est pas une surprise pour Habib Marouane Kama, bonjour cabinet Fofana, politiste de cette émission, politiste de Film FM. Alors, Léon Bangoura, pour qui et pendant cette transition, est-ce que ça vous amène à vous poser des questions? Non, je pense qu'il faut comprendre un peu la psychologie des gens. On est dans un pays africain où c'est le syncrétisme religieux qui prend une forme. Et puis, il faut aussi connaître que le pouvoir va avec ses rituels. Moi, je ne trouve pas de problème à ce que l'on fasse des rituels. Si on pense qu'on a une force à cela, on trouve qu'il y a une force à cela. On peut garder ça pour soi. Exactement. On n'a pas besoin d'en faire un spectacle. J'en viens. Et même dans la vidéo, il a tenté de joindre le président, mais qui ne décrochait pas. Il dit que je n'arrive pas à joindre le président. Voilà. Oui, j'en viens. Je dis que ces rituels-là, le pouvoir va avec ces rituels. Il y a un côté irrationnel du pouvoir. Mais Kaby, un couteau ensanglanté, ça heurte. J'en viens. Pour quel objectif? Exactement, je dis ceci. Vous savez, il y a toujours un côté irrationnel de la gestion du pouvoir. Le fait que M. Léon pense qu'en immolant des bœufs va renforcer le pouvoir plutôt de Mamadi Doumbouya, cela va de la foi qu'il a vis-à-vis de ça. Maintenant, ce qui n'est pas bien, c'est le fait de théâtraliser cela, de le mettre sur les réseaux sociaux. Et avec le couteau, c'est violent. Je pense que tout comme vous avez, il y a eu, comment j'allais dire, tout comme le général de Gaulle a eu sa joueuse de cartes ou je ne sais pas qui d'autre. Même Mitterrand aussi. Exactement. Exactement. Surtout qui est venu en Égypte, je ne sais pas, dans un pays du Maghreb, ça va avec le pouvoir, mais la forme aussi est blessante. Mamadi aussi peut avoir son Léon Bangoura, sauf qu'il faut éviter de mettre ça sur la place publique parce que c'est heurtant. Après, les croyances, ça va comme je l'ai tantôt dit avec le pouvoir. Ouais. Ibrahim Assouri, Lincoln, Souma, bonjour. Bonjour Zakaria, bonjour à toutes et à tous. Assez retourné avec des symboles quand Alpha Condé était là. Mais on n'a pas assisté à la théâtralisation de tout ce qu'il faisait. Bon, pour Léon, c'est pas étonnant, c'est un Bangoura.
Les Bangoura sont faits pour ça. Oh. Et malheureusement, voilà, c'est les petits hommes. Voilà. Zakaria, bonjour. On comprend quand c'est un Souma qui le dit. D'accord, Il allez-y. n'y a que qui peuvent faire ça. Voilà, malheureusement. Et bonjour à M. Morikondi, le ministre de l'administration du territoire. Il y a le préfet de Dubreka qui a conduit un chef de quartier de Kabylie, un ancien, hein, un vieux de 70 ans, aujourd'hui en prison, parce que j'apprends que le monsieur refuse que certains domaines ou certaines terres de cette localité soient vendues. Je rappelle que le vieux, c'est un natif de Kabylie, et il y a eu tellement de manigances autour de lui pour vendre certains terrains. Il a refusé. Aujourd'hui, le vieux de 70 ans est en train de croupir en prison sans aucune forme légale. Bonjour également à notre ministre de l'Information. Du côté de Kalom, on menace des journalistes pour avoir fait leur travail. Calomie. Oui, bien sûr. Il y a un certain monsieur, Mfali Kamara, qu'on appelle Mfali Seg. Vous savez, à Kalom, les jeunes sont habitués à faire des mouvements de propagande de soutien pour tous les régimes. C'est ce qui a caractérisé Kalom. Aujourd'hui, ça a repris. Il a fallu que des journalistes se rendent compte que ces manigances ont repris pour aller sur l'antenne de 7 sur 7 dénoncer ces pratiques. Samou et un journaliste de Nostalgie, Touré, se sont vus appeler au téléphone et avec des injures grossières. Ils ont insulté de père et mère par Mfali Seg et les enfants avec toutes les menaces que vous connaissez dans ce monde. Des pratiques à dénoncer, à combattre. Merci. Mais c'est tellement grave qu'on Oui. ne peut pas continuer à vivre cela. Donc on attire l'attention de notre chef de département, des autorités, du maire de Kalom, même si le maire est décédé, mais les autorités de Kalom, à mettre fin à cette pratique et de laisser les journalistes faire leur travail en toute liberté. Et sérénité. Voilà. Merci à vous, Ibrahima Chouri, Lincoln Souma. Bonjour, Emmanuel Milimono. Bonjour Zakaria, bonjour à tous nos auditeurs. Et ce matin, j'ai quand même envie de dire bonjour à plusieurs personnes. Allez-y. Enfin, Je dirais, à plusieurs personnes en même temps, parce que d'habitude je le fais pas. Hein. Mais aujourd'hui, j'ai bien envie de dire déjà bonjour à la CRIEF, parce que je pense qu'elle a un dossier normalement qui devait l'intéresser. J'ai envie aussi de dire bonjour à M. Ali Sadi et M. Ibrahim Taher. Vous comprendrez pourquoi, parce que ce sont quand même deux hommes assez connus du milieu des affaires en Guinée. Hier, en fin d'après-midi, le gouvernement américain, à travers le Bureau de contrôle des avoirs étrangers, donc qu'on appelle OFAC en anglais, qui relève du département américain du Trésor. Vous savez, les institutions américaines sont quand même assez sérieuses de ce point de vue. Oui. Qui ont lancé une alerte, enfin, c'est pas une alerte, ils ont pris des mesures concrètes pour dire qu'en Guinée, nous avons deux grands hommes d'affaires liés au financement du terrorisme, donc qui appartiennent au circuit de financement du Hezbollah. Vous savez, le Hezbollah libanais est considéré par l'Amérique comme un mouvement terroriste. Et ces hommes sont en Guinée, ils opèrent en Guinée, ils sont bien connus en Guinée, ils ont même le passeport guinéen, semble-t-il. Ça reste encore à vérifier. Et donc, il s'agit de monsieur Ali Sadé, parce qu'ils sont cités dans le rapport. Monsieur Ali Sadé qui est le PDG de Sonit Pêche, une grande société de pêche établie en Guinée. Oui. Et monsieur Ibrahim Taher, qui est aussi le PDG de Tafagi. Tafagi, Taher Fabrique Guinée. Je pense c'est d'ailleurs son nom, Taher Fabrique Guinée, qui fait Tafagi, qui est aussi le propriétaire, je pense, des usines Grand Moulin, la marque Bravo. Donc, deux hommes d'affaires vraiment influents en Guinée. Mais ce n'est pas tout, parce que d'autres choses viennent derrière. Si ça ne tenait qu'à eux seulement, ce ne serait pas trop inquiétant. Mais le gouvernement américain précise que ces hommes ont des complicités dans l'administration publique guinéenne, jusque des membres du gouvernement sortant. Quand on dit membres du gouvernement sortant, évidemment, ça renvoie à des ministres, parce que le gouvernement, il est connu. Donc, en plus de l'administration, on parle de membres du gouvernement. Pour l'instant, on ne sait pas exactement de qui il s'agit dans le gouvernement. Je pense que la CRIEF va nous aider à comprendre, parce qu'elle peut ouvrir une enquête. Il y a également des cadres qui sont cités à l'aéroport.
l'aéroport international de Conakry, où semble-t-il ces hommes d'affaires ont des entreprises qui opèrent sur place. Dès ce point de vue, en complicité, ou plutôt en corrompant des agents de l'aéroport de Conakry, arrivent à blanchir de l'argent qu'ils mettent dans des valises. Les douaniers guinéens ferment les yeux là-dessus et ça sort, ça se retrouve dans le circuit de financement du Hezbollah, qui, je le rappelle, est encore considéré comme un mouvement terroriste. L'autre fait quand même qui est également inquiétant, c'est que, je le disais tantôt, il s'agit fondamentalement de deux hommes d'affaires libanais. C'est des Libanais, pour ceux qu'ils sont, mais qui sont détenteurs de passeports guinéens. Donc, quelque part, qui sont aussi guinéens. Et par ailleurs, il y a également d'autres passeports qui leur sont affiliés. Je pense qu'il y a Ali Sadé, par exemple, qui est détenteur du passeport français. Oui. Ali Sadé. Et donc, en plus de son passeport libanais et guinéen, il est aussi détenteur d'un passeport français. Et M. Ibrahim Taher, en plus du passeport libanais et guinéen, est détenteur du passeport britannique. Donc, voilà un peu des informations quand même inquiétantes qui devaient nous interpeller, parce que nous sommes quand même un pays qui est censé combattre, parce que nous sommes membres, il faut le rappeler, du GIABA, le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent. Oui. On a en Guinée ce qu'on appelle une CENTIF, une cellule nationale de traitement des informations financières. Et je pense, de ce point de vue, la CRIEF, qui est aussi en train de traquer le blanchiment d'argent, la corruption, est aussi normalement, devait aussi être intéressée par ce dossier. Parce que s'il s'avère que depuis la Guinée, des hommes opèrent pour financer le terrorisme à travers le monde, c'est quand même un signal très inquiétant pour notre pays, pour l'identité de notre pays, pour nos institutions bancaires, parce que si jamais c'est prouvé que les complicités avec l'administration guinéenne sont établies, ça voudra dire que la Guinée pourrait se retrouver sanctionnée à côté de ces hommes d'affaires, dont les entreprises, je le signale, les avoirs sont aujourd'hui traqués à travers le monde. Et dernière information qui vient de nous parvenir, je ne sais pas si les deux hommes sont au courant, Ali Sadé et Ibrahim Taher, leur tête est mise à prix. Le gouvernement américain met 10 millions de dollars pour qui pourrait donner soit des informations sur les deux hommes ou des informations sur leur circuit de financement. Dernière précision, encore inquiétante, le gouvernement américain a pris la peine de préciser que ces deux hommes d'affaires, à travers les entreprises qu'ils gèrent en Guinée, emploient sur place des hommes supposés appartenir au Hezbollah. Donc ça veut dire que des hommes supposés appartenir à des mouvements terroristes sont en Guinée, travaillent en Guinée, sont employés par des hommes d'affaires qui ont des amitiés jusqu'au plus haut sommet de l'État. Voilà. J'espère que ça va intéresser la CRIEF, le gouvernement guinéen et toutes les institutions d'ailleurs de lutte contre le terrorisme, parce qu'on a envie quand même de savoir quelle dimension on donnera à cette information avec le gouvernement américain. Est-ce que la Guinée va coopérer? Est-ce que la Guinée va fermer les yeux là-dessus? De cela adviendra peut-être les dispositions que l'Amérique prendrait contre la Guinée. Bien. Talibé Barry, que vous inspire cette sortie du gouvernement américain? On parle de financement, de complicité de financement du Hezbollah. C'est sérieux, c'est grave. Oui, le Hezbollah, vous le savez, que les États-Unis considèrent le Hezbollah comme une organisation terroriste. Même si d'autres pays ont une autre lecture. D'autres pays considèrent le Hezbollah comme étant un mouvement de résistance donc contre Israël dans le cadre justement du sempiternel conflit israélo-palestinien. Alors, donc, du regard des États-Unis, lorsque des citoyens, ou puisque il y a un peu une confusion, certains pensent que les deux sont nés en Guinée, par conséquent c'est des Guinéens et non des Libanais comme certains le laisseraient entendre. Mais ce qui est important, c'est que aujourd'hui, la question la plus importante, c'est comment l'État guinéen va réagir justement à cette position des États-Unis. Parce que lorsqu'on retrace le circuit de ces opérations de blanchiment d'argent, depuis donc de l'argent généré en Guinée,
dont le circuit de passage vers la Palestine, c'est l'aéroport avec l'implication de douaniers. Et tout cela risque de nuire à la réputation, bien évidemment, de la Guinée, de l'État guinéen. Et quand on sait que les États-Unis, lorsqu'ils ont une fixation sur ce genre de situation, cela peut parfois même en arriver jusqu'à des sanctions ou des mesures quand même draconiennes contre la Guinée. Donc aujourd'hui, qu'on aille jusqu'à mettre à prix la tête de ces deux hommes, ça veut dire que c'est une affaire sérieuse. Ça veut dire que les limiers américains étaient sur le cas de ces deux hommes depuis des années. Ils ont donc reconstitué les circuits. Ils ont réuni suffisamment d'informations pour s'exprimer de la sorte. Donc aujourd'hui, forcément, s'il est avéré que ces deux hommes d'affaires se servent de l'argent généré en Guinée pour financer le Hezbollah et que cela revêt réellement la forme d'un blanchiment d'argent, comme Emmanuel l'a dit, c'est un domaine qui peut bien intéresser la CRIEF, mais pas seulement. Parce que, soit dit en passant, on y reviendra certainement de long en large la semaine prochaine. On a suivi le ministre de la Défense, justement, qui parlait de certaines menaces terroristes qui planeraient sur la Guinée. Et vous le savez, tout autour, il y a le Mali. Le Burkina n'est pas si loin, donc il y a le Sahel qui est la Côte d'Ivoire qui a été frappé par des attentats terroristes. Donc ça veut dire que quelle est la crédibilité, avec quel sérieux faut-il prendre les informations, en tout cas données par l'État guinéen faisant état de menaces? Est-ce que ce sont juste des inquiétudes qui sont émises, ou est-ce que ces menaces sont réelles? La Guinée pourrait-elle se retrouver, ou est-elle déjà dans le viseur justement d'intérêts terroristes? C'est des questions à se poser en lien bien évidemment avec le sujet qui est évoqué par Emmanuel concernant Ali Sadi et M. Taher. Oui, avant de... Un autre auditeur qui m'envoie un SMS pour demander qu'on vérifie quand même, c'est que Léon a égorgé. On a vu le couteau ensanglanté, mais c'était quoi le sacrifice? Voilà, c'était... on ne sait pas. Bon, on suppose que c'est le sang de... C'est le sang de... supposition. On sait quand même, on a compris qu'il a immolé une bête. Ou en tout cas... Espérons que ce soit... En tout cas, il y avait... Je n'ose pas imaginer que ce soit autre chose, moi. Il y avait du sang sur le couteau, mais le sang de... Voilà. Je ne sais pas. Voilà, donc, allons chercher. Allez, la suite de Mirador.